Salut à tous, alors cette fois on est dimanche, d'habitude je stream le lundi, pour la simple et bonne raison que dans moins de 24 heures je passe l'examen du CCNP ou NSLD, et j'étais en train de réviser et je me suis dit que ça pouvait être cool de faire quelques questions en stream. J'ai demandé à Perplexity de me générer des questions, j'ai testé ça tout à l'heure, ça marche bien. Je sais pas pourquoi tout à l'heure il nous a fait en anglais, là je les ai en français, bon peu importe. Je lui ai demandé de me générer donc, alors 30 questions, on en a fait 20, mais bon, peu importe. De type QCM, du même type que l'examen, on va dire. Avec des questions, enfin avec des réponses fausses qui soient pas évidentes, parce qu'au début quand je m'entraînais, les réponses fausses elles étaient un peu débiles. Mais voilà, en lui demandant de faire des réponses fausses difficiles, j'obtiens des vraies questions qui sont vraiment difficiles en fait, donc c'est cool. Ça permet de bien s'entraîner et de revoir les concepts que je n'aurais pas forcément bien saisis. Et ben on peut y aller. Alors, j'espère qu'on m'entend bien parce que j'ai fait une nouvelle scène et tout, et des fois ça déconne, enfin bon, peu importe. Ce sera pas le stream le plus important je pense, mais ça peut être sympa, à mon avis. On va commencer. Vous concevez une nouvelle entreprise multisite. Les équipes exigent une convergence rapide après une défaillance de lien WAN tout en limitant la complexité du plan de contrôle. Ok, donc convergence rapide après une défaillance de WAN. Donc ça veut dire load balancing WAN à un moment donné, choses comme ça. Tout en limitant la complexité du plan de contrôle. Donc on veut pas trop de choses compliquées au niveau de la configuration des protocoles de routage. Quel choix décrit le mieux quand privilégier une architecture SD Access plutôt qu'une conception traditionnelle à 3 couches avec EIGRP ou SPF sur le LAN? Alors, lorsqu'une entreprise souhaite surtout une convergence de routage LAN plus rapide sans besoin d'automatisation et une segmentation dynamique, si. Ça c'est faux parce que le SD-WAN c'est justement quand on a besoin d'automatisation et de segmentation dynamique. Enfin en tout cas ça aide. Lorsque l'entreprise souhaite remplacer complètement BGP sur le WAN par une solution centrée sur le campus. Je vois pas trop le rapport. Le BGP sur le WAN et le campus, c'est deux choses qui ne se remplacent pas l'une avec l'autre, donc c'est pas ça. Lorsque l'entreprise se limite à un seul site avec peu de VLAN et souhaite uniquement réduire le coût matériel, là, sûrement pas. Lorsque l'entreprise veut une segmentation basée sur des rôles, une automatisation du provisioning et une gestion centralisée des politiques sur plusieurs sites, bon ça c'est exactement le SDA. Par contre je vois pas trop pourquoi il parle de convergence rapide après une défaillance du WAN. Ça n'a pas trop de rapport avec SD Access pour le coup. Je pense que la question est un peu foirée. Des fois c'est un peu bizarre et des trucs comme ça quand je demande des générations comme ça à Perplexity. Bon, là la bonne réponse c'est la D évidemment. Vous devez concevoir un routage interdomaine entre deux systèmes autonomes d'une même entreprise. J'aurais peut-être dû donner en fait... Non, il a dû regarder ce que c'était la topic list à mon avis. Il met pas ses sources, d'habitude il met ses sources, je sais pas, c'est bizarre. Vous devez concevoir un routage interdomaine entre deux systèmes autonomes d'une même entreprise. Ok, donc on a deux AS dans une entreprise et on veut faire un routage inter-AS. Les équipes veulent un contrôle précis du chemin sortant vers Internet tout en minimisant le risque boucle de routage interne. Alors boucle de routage interne, ça va arriver qu'on va faire la redistribution dans les deux sens. Si on maîtrise pas bien la redistribution d'un protocole de routage à l'autre, dans un sens et dans l'autre, en fait, on risque d'avoir des boucles de routage avec des routes qu'on pense provenir d'un protocole alors qu'en fait elles proviennent du même protocole initial et du coup ça peut poser des gros problèmes. Quelle approche est la plus adaptée? Alors étendre l'IGP entre les deux AS pour simplifier l'administration et éviter BGP. Non, il n'y a pas forcément. Si on a deux AS de toute façon, c'est pas forcément une bonne idée de vouloir éviter BGP, parce que BGP c'est bien justement quand on a plusieurs AS. Étendre l'IGP, c'est faisable, hein. Effectivement, on n'aura pas de problème de boucle de routage interne parce qu'on aura un seul IGP, enfin un seul protocole de routage. Par contre, si c'est une grosse entreprise, et s'il y a deux AS c'est une grosse entreprise, ça risque d'être un IGP un peu trop fat. Un contrôle précis du chemin sortant vers Internet. Ça va pas forcément nous aider. Bon. Utiliser eBGP entre les AS avec filtrage de route, ça c'est pas mal. Réglage d'attributs comme localpref et med, et maintenir un IGP strictement interne. Oui, ça nous permet d'avoir un routage interdomaine.
Donc on a deux IGP qui vont tourner en parallèle, qui vont pas se parler, et on va avoir au niveau de la bordure un routeur eBGP qui va prendre et redistribuer les routes de chaque protocole. Ça peut être bien. On a un seul point, c'est ce qui est conseillé, hein, c'est d'avoir un seul point d'échange entre les deux AS. Avec eBGP en fait on peut en avoir plusieurs parce que eBGP gère plutôt bien ça. Mais ouais, ça me paraît pas mal comme réponse. Réponse C, utiliser uniquement des routes statiques résumées entre les AS et s'appuyer sur les JP internes pour tout le reste. C'est pas scalable. C'est chiant de faire ça. Ça marche encore une fois, hein, mais c'est pas scalable. Utiliser IBGP full mesh entre tous les routeurs de des AS sans eBGP afin de centraliser le contrôle du chemin. Non, il y a deux AS, on va pas faire un IBGP entre deux AS. Je ferai pas ça. Donc pour moi la bonne réponse c'est la B. Ouais, c'est ça. Cette réponse décrit exactement l'usage classique de BGP entre systèmes autonomes. eBGP entre les AS, IGP interne et utilisation d'attributs BGP pour contrôle de chemin. Super. Dans une conception de réseau d'accès hautement disponible, vous devez choisir entre FHRP traditionnel et un modèle de First Hop Routing distribué comme GLBP ou l'IPv6 NXS Gateway. Oui, d'accord. Quel critère fait le plus pencher vers un modèle de passerelle distribué? Ok, donc FHRP avec HSRP ou VRRP, on a une passerelle qui est active-passive. Il y a deux routeurs actifs-passifs. Là on parle de routing distribué, donc ça veut dire que on a potentiellement une passerelle qui va exister à plusieurs endroits à la fois. Donc, parce qu'on va avoir un LAN qui va être... Enfin, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on veut faire ça. CF mon live sur VPN VXLAN. Mais il y a d'autres raisons. Il y a d'autres cas de figure, on va dire. Le besoin d'une convergence plus lente pour faciliter le suivi des bascules. Non, on veut pas une convergence plus lente en général. Et il n'y a pas vraiment de bascule en GLBP ou en IPv6. Enfin, GLBP, je connais pas bien. Décidément, quelle que soit l'heure, à chaque fois que je stream, je baille. C'est un truc de fou. Vous m'ennuyez. Je sais pas. La volonté d'équilibrer la charge de trafic du premier saut sur plusieurs équipements tout en simplifiant la mobilité des autres. Oui. Oui, ça permet de répartir la charge parce que si notre LAN effectivement existe à plusieurs endroits à la fois, eh bien c'est la passerelle locale qui va servir, c'est pas une passerelle centrale. Et ça simplifie la mobilité des autres parce que ça permet d'avoir ce routage à plusieurs... Enfin ce LAN peut exister à plusieurs endroits à la fois, donc les autres peuvent bouger. La nécessité absolue d'éviter tout protocole dynamique sur segment d'accès, non ça n'a rien à voir. Le besoin d'un seul routeur actif à la fois pour simplifier le trouble... le besoin d'un seul routeur actif à la fois pour simplifier le troubleshooting. Bah non, parce que avec GLBP ou l'NXS Gateway, on a plusieurs routeurs actifs en même temps. Donc c'est la réponse B. Vous concevez un backbone de campus basé sur OSPF. Le réseau compte déjà plusieurs zones et un nombre important de LS7 type 5. Alors je rappelle, LS7 type 5, ce sont les routes externes. Ce sont les informations de joignabilité des réseaux externes en passant par un SBR. Les équipes se plaignent de lenteur de convergence. Ils peuvent se plaindre s'ils veulent. Bon. Quelle amélioration est la plus appropriée pour optimiser la scalabilité sans perdre la connectivité vers l'Internet Edge? Alors je vais relire parce que je n'étais pas concentré là. Donc on a plusieurs zones et un nombre important de type 5. Les équipes se plaignent de lenteur de convergence. Okay. Quelle amélioration est la plus appropriée pour optimiser la scalabilité sans perdre la connectivité? Alors moi je répondrais comme ça, sans regarder les réponses, de faire des stubs. De toute façon on a SPF, il y a que ça à faire. Si on a des stubs par contre, on va être en NSSA parce qu'on va avoir des stubs qui vont avoir un réseau externe. Donc on va forcément avoir un not so stubby arrière. Et là ça va être des types 7 à la place des types 5. Mais au moins on aura moins de trafic qui se baladera entre les autres. Parce qu'on va avoir des résumés. Des types 3, je crois. Ou des... Oui c'est ça. Et donc je pense que c'est quelque chose comme ça. Donc là transformer l'arrêt à backbone en NSSA. Alors non, le backbone ça va pas être un stub.
Introduire des zones stub ou NSSA pour les zones éloignées et faire du route summarization sur les ABR. Oui, ça peut être bien. On a bien du stub ou du NSSA. NSSA ça va être pour remplacer les types 5, hein, mais les stubs c'est pour les réseaux, enfin les aires qui n'ont pas de route externe. Désactiver totalement l'origination des LSA de type 5 sur la SBR pour forcer l'usage de routes statiques sur tous les routeurs. Hein. Alors non, autant pas faire de OSPF si c'est pour faire ça. Activer le virtual link pour relier toutes les zones directement à l'R0 et propager les LSA partout. Non, ça va pas nous aider. Ce qu'il faut faire c'est des stubs et des NSSA. Ouh. Bon, c'est pas trop dur pour l'instant. Une entreprise veut migrer d'une architecture Hub and Spoke classique vers une solution SD-WAN Cisco. Quel bénéfice de conception SD-WAN est le plus déterminant pour justifier cette migration dans un environnement multi-cloud avec beaucoup d'applications SaaS? Alors je dirais, sans lire les réponses, le fait qu'on peut faire du routage basé sur l'application. C'est du PBR en fait. C'est du PBR qui va regarder la charge utile applicative, ou du moins la charge applicative, et qui va en déduire quel uplink on va choisir. Ça c'est cool, donc on va avoir par exemple un uplink qui va être du MPLS avec une latence très faible. Bah si on a des applicatifs SaaS qui nécessitent une latence très faible, on va les faire passer par là. Par contre le trafic quelconque non prioritaire, on va le faire passer par l'uplink internet classique. Par exemple. La capacité d'utiliser uniquement MPLS comme transport sous-jacent pour garantir la qualité de service. Ben non, on veut pas forcément faire MPLS uniquement. Quel bénéfice de conception est le plus déterminant pour justifier cette migration? Je suis pas trop d'accord avec la réponse A. La possibilité de conserver exactement la même topologie de routage statique sans aucun changement pour des sites remote. Bon, on va pas faire de routage statique si on fait du SD-WAN, c'est débile. Ça sert à rien. L'optimisation de la sélection du chemin applicatif. En temps réel, en fonction de la performance mesurée vers les différents services cloud. Ça c'est bien. En fait, oui, c'est même mieux que ce que je disais, c'est que on va monitorer la bande passante pour aller vers tel cloud et vers tel cloud, enfin la bande passante, le délai, etc. Et on va faire prendre en temps réel le bon chemin, le chemin le plus optimisé pour ce service-là. La suppression complète de tout mécanisme de chiffrement, c'est n'importe quoi. Ok, réponse C. Ok. Vous concevez un accès filaire pour un bâtiment critique avec de nombreux appareils IoT sensibles. L'équipe sécurité demande une microsegmentation et une visibilité détaillée par type d'équipement. Quel mécanisme d'authentification et de politique côté campus est le plus adapté? Ok, microsegmentation. Authentification. S'appuie uniquement sur le filtrage au niveau du firewall, le périmètre sans aucune politique sur le LAN. Bien sûr que non. Les réponses pourraient être un peu plus dures quand même. Je pense que pour le prochain set, je vais demander à que ce soit un peu plus dur. Utiliser uniquement des listes de contrôle d'accès statique. Non. Déployer 802 AX avec profilage d'appareil et SGT pour appliquer des politiques basées sur l'identité. Bon, c'est évidemment ça. Vous concevez une redistribution entre OSPF et BGP dans un grand réseau. Alors, si c'est. Enfin, je sais pas, j'ai jamais fait d'examen Cisco, mais si le niveau c'est ça, je crois pas que ce soit ça. Mais ça serait vraiment facile. Mais pour moi, les questions elles sont plus tordues que ça dans le vrai examen. Vous concevez une redistribution entre OSPF et BGP dans un grand réseau d'entreprises. Quel risque majeur devez-vous mitiger en priorité lors de la conception des politiques de redistribution? Le risque de boucle de routage dû à la réinjection de routes déjà distribuées dans le protocole. Oui. La seule charge CPU des routeurs due au simple fait d'activer OSPF et BGP. Non, c'est pas un problème. La possibilité que BGP apprenne des routes privées. Non. La possibilité de OSPF de transporter des routes par défaut. C'est faux. Donc c'est bien le risque de boucle de routage, le gros problème. Vous concevez une solution. En fait, dès qu'on a deux protocoles de routage qui veulent se parler, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de boucle de routage. Généralement, si on a un seul point d'échange, il n'y a pas de raison. Mais dès qu'on a plusieurs points d'échange, ça peut poser problème. Vous concevez une solution de haute dispo
pour le DC d'entreprise avec du site actif. Les applications nécessitent un adressage IP identique sur les 2 sites pour permettre la mobilité des machines virtuelles. Ok, donc il y a deux DC, mais il faut que les réseaux ça soit les mêmes d'un côté et de l'autre pour que la VM puisse bouger d'un DC à l'autre sans avoir à changer son point d'adresse. Quel type de techno est le plus approprié au niveau L2 L3 du point de vue design? Alors vu comme ça, les technos qui me paraissent adaptés c'est de l'overlay. Extension de réseau L2 over L3 comme VPN et VXN et VPN entre deux sites. Qu'est-ce qu'il propose d'autre? Routage intersite basé sur SPF avec des VLAN locaux distincts. Ben non, parce que on a beau avoir des VLAN locaux distincts, ben si les L3 c'est pas les mêmes, les VM on va devoir les réadresser quand on change. Un WAN pur L3 sans mécanisme d'extension, bah non, même problème. Des tunnels greux non chiffrés point à point sans considération pour la redondance. Bah non, justement. Ça serait très très compliqué, pas scalable et non chiffré. Ça dépend, mais on va dire que c'est pas forcément une bonne idée. Après, non, en VPN, en VXLAN, on n'est pas chiffré non plus. C'est pas le problème que ça soit pas chiffré, parce que les flux applicatifs, normalement, ils sont chiffrés s'il y a besoin. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de redondance et c'est quelque chose d'extrêmement statique. De faire ça, et en fait, même avec Greux, on peut étendre des L2, je sais plus. Je crois que oui, mais j'ai jamais fait. Dans une grande entreprise, vous devez concevoir un plan d'adressage IPv6 pour des centaines de succursales tout en facilitant l'agrégation au niveau du corps. Quel principe de conception est le plus important pour garder un routage scalable? Eh ben, d'être géographique, allouer des blocs hiérarchiques, un slash 48 par région, puis des sous-blocs structurés pour chaque succursale, oui. Réutiliser le M64 global, non, en se reposant sur la NAT, pire idée du monde. Utiliser des slots 64 aléatoires pour chaque site afin d'éviter toute corrélation. Bah non, parce que déjà si on a un seul 64, on peut pas subnetter derrière, donc c'est à dire que chaque site il a un seul LAN. Bon on pourrait mais c'est pas du tout recommandé, c'est pas standard. Et en plus on peut pas du tout agréger. Attribuer un slash 128 unique à chaque succursale pour maximiser l'économie là-bas, c'est complètement zinzin. Non, c'est bien des blocs hiérarchiques. Vous concevez un réseau de campus avec une architecture en couche de distrib avec et de cœurs redondés. D'accord ? Donc 3 tiers, distrib et cœurs redondés. Pour réduire les temps de convergence, vous envisagez d'utiliser une conception L3 to the access, donc c'est-à-dire que l'accès route, les flux d'accès sont des routeurs. Quel avantage principal apporte ce modèle par rapport à un L2 étendu jusqu'au corps? Alors sans regarder les questions, on n'a pas de problème de L2, donc pas de spanning tree, pas de problème de chemin bloqué, redondance facile des liens, etc. Alors, il élimine totalement le besoin de protocole de routage dynamique. Non, au contraire. Il réduit le domaine de broadcast et évite spanning tree sur la plupart des liens montants. Oui. Un seul VLAN global pour tout le campus, bah non. RIP comme propos, non, n'importe quoi. Oh. Vous concevez une redondance de routeur WAN pour un site critique. Les deux routeurs sont connectés à deux fournisseurs différents. Vous devez assurer une sortie internet résiliente tout en évitant la symétrie extrême des chemins retour. Quelle approche de design BGP appropriée? Je vais relire la question. Vous concevez une redondance... C'est la musique qui me déconcentre. Stop. Ouais. Vous concevez une redondance de routeur WAN, donc CPE, d'accord, sur un site critique. D'accord, donc on a un site, on veut deux routeurs. Les deux routeurs sont connectés à deux fournisseurs différents. Ça c'est important. Vous devez assurer une sortie internet résiliente tout en évitant, donc résiliente ça veut dire éventuellement actif-passif, mais c'est pas forcé, tout en évitant la symétrie extrême des chemins retour. Quelle approche du design BGP la plus appropriée? Alors là on va pas pouvoir faire de MED, parce que le MED c'est quand on va vers un seul opérateur. Là on a deux opérateurs, donc on va plutôt je pense faire de la espace prepend. Utiliser la même longueur de préfixe vers deux FAI mais ajuster les attributs comme MED et communities pour influencer. Non. Désactiver BGP, non. Annoncer des préfixes très spécifiques à chaque fournisseur pour forcer un chemin retour précis. Slash 32 c'est pas scalable du tout, on va pas annoncer une IP. Voilà. Accepte uniquement les routes par défaut de chaque FAI, ne jamais annoncer les préfixes du site. Ah, alors c'est pas ce que j'avais dit. Il y a effectivement une façon de faire qui est annoncer... Ouais. En fait le problème du chemin retour, c'est qu'on veut faire en sorte que nos deux fournisseurs ils vont nous permettre d'accéder à internet, mais internet derrière il va devoir répondre. Et c'est mal quand la réponse prend pas le même chemin.
Donc quand du point de vue des FAI d'internet, il y a le chemin qu'on n'a pas sélectionné à l'aller soit le chemin préférable au retour. Et donc faut penser à l'envers, c'est-à-dire ce qu'on va annoncer, il faut que ça soit corrélé avec ce qui va revenir, enfin avec le trafic qu'on veut repasser en sortant en fait, pour que la réponse revienne dans le même sens. Du coup, MED, je suis pas d'accord, ça va pas marcher MED. Pour moi, on va pouvoir utiliser local pref, on va pouvoir, oui, éventuellement utiliser communities, mais la réponse n'est pas satisfaisante à mon sens. Désactiver BGP et utiliser uniquement des routes statiques pour simplifier la date de routage. Non, on va pas désactiver BGP. D'ailleurs, on nous demande quelle approche de design BGP. Une approche de design BGP, c'est pas désactiver BGP. Annoncer des préfixes très spécifiques à chaque fournisseur pour forcer un chemin retour précis. Non, et c'est pas suffisant de toute façon. Donc pour moi, c'est la réponse A. Ou alors, accepter uniquement les routes par défaut de chaque FAI, ne jamais annoncer les préfixes du site. Bah non, on n'est pas joignable si on fait ça. Pour moi, c'est la réponse A. Ça. Mais MED va pas marcher. Sauf si... Bah non, parce qu'on nous dit les deux routeurs sont connectés à deux fournisseurs différents. Ah! Ou alors ça veut dire chaque routeur est connecté aux deux fournisseurs. Si c'est le cas, effectivement, MED c'est une bonne option. Cette option décrit une approche du design BGP équilibré qui maintient l'agrégation tout en exploitant les attributs pour influencer les chemins. En collaborant avec les FAI et en utilisant les communities documentées, on peut définir des politiques comme préférer ce lien comme primaire, l'autre comme backup, ou encore ne pas propager ce préfixe au-delà d'un certain périmètre. Le MED peut suggérer des chemins préférés à un FAI lorsque l'on a plusieurs liens. Ouais. Ok, c'est bon. Vous devez intégrer un nouveau partenaire dans votre réseau d'entreprise via une connexion BGP. Le partenaire exige que seules certaines applications internes soient accessibles. Quel mécanisme de design est le plus adapté pour contrôler finement ce qui est annoncé au partenaire? Et ben du filtrage de route, enfin il y a plusieurs façons de faire. Le partenaire exige que seules certaines applis internes soient accessibles. Quel mécanisme de design est le plus adapté pour contrôler finement ce qui est annoncé au partenaire? Donc c'est nos applis internes? C'est bizarre que le partenaire, ce soit le partenaire qui l'exige, mais bon. Quel mécanisme de design est le plus adapté pour contrôler finement ce qui est annoncé au partenaire? Configurer un peering IBGP avec le partenaire? Bah non. Utiliser des routes map BGP avec des préfixes listes et éventuellement des communities. Ça me paraît mieux. Utiliser OSPF entre l'entreprise et le partenaire pour plus de simplicité et éviter BGP? Non. Annoncer toute la table interne BGP et filtrer le trafic applicatif uniquement avec des ACL? Non, bah c'est B. Pas trop d'ambiguïté. Vous concevez un réseau de campus basé sur une fabrique SD Access. L'équipe demande comment intégrer un site Legacy L2 L3 classique qui ne sera pas migré vers SDA à court terme. Comment intégrer un site Legacy qui ne sera pas migré à court terme, d'accord. Quel composant de design SDA est typiquement utilisé pour cette intégration? Alors, je pense que c'est le Fusion Router. Un control plane node SDA dédié qui remplace le routage dans le réseau Legacy. Bah non, le réseau Legacy, il sait pas utiliser un control plane node. Fusion Router BGP sur le WAN qui remplace totalement la fabrique. Je suis un peu embrouillé, je sais plus ce que c'est qu'un Fusion Router. Un border node SDA jouant le rôle de passerelle entre la fabrique et le réseau traditionnel. Pour moi, c'est ça. Un edge node SDA directement connecté aux autres du site Legacy sans changement. Non, c'est ça. Une entreprise veut mettre en place un accès invité Wi-Fi isolé du reste du réseau tout en évitant de déployer des firewalls dédiés dans chaque site. Un Wi-Fi invité isolé. Ok, bon là, je pense déjà à VN. Quelle approche de design est la plus adaptée dans un environnement Cisco entreprise moderne? Créer un VLAN invité local sur chaque site et l'annoncer dans tout le WAN pour un breakout local. Non. Enfin, l'annoncer dans tout le WAN. Utiliser une solution. Je vois pas trop l'intérêt de l'annoncer. Si, bah pour la réponse, mais. Je sais pas. C'est faisable. Après, ce qu'ils appellent breakout local, je sais pas trop ce que ça veut dire. Utiliser une solution centralisée de guest anchor WLC dans le data center avec des tunnels depuis ici distants. Ah oui, j'avais pas lu. Tout en évitant de déployer des firewalls dédiés dans chaque site.
Donc pourquoi pas une solution centralisée. Oui, donc la réponse A est non, parce qu'on aurait besoin d'un firewall dédié. Enfin dédié, ouais. Placer les invités dans les mêmes VLAN que les employés, non. N'autoriser aucun accès internet pour les invités, ce qui supprime le besoin de design particulier. Je pense que c'est B, ouais, c'est ça. Guest Anchor, WLC. Les points d'accès ou WLC locaux encapsulent le trafic dans CapWap vers le contrôleur d'ancrage où l'on applique les contrôles de sécurité. Okay. Ouais, comme ça c'est centralisé et ça passe les pare-feux et c'est filtré plus loin. Vous devez choisir un protocole de routage interne pour une nouvelle backbone entreprise multivendor. Les critères incluent l'interopérabilité, la standardisation et une bonne capacité de hiérarchisation. Quel protocole est le choix le plus naturel? Alors pas UGRP, parce que c'est très peu interopérable, mais il y a quasiment personne qui l'implémente. RIP, non. Hiérarchisation, RIP non, parce que c'est classful. OSPF, je suis plutôt d'accord. Hiérarchique avec zone. ISAS, mais seulement si tous les séquences sont strictement Cisco. Non, la réponse est fausse, parce que ISAS c'est multivendor. La seule réponse qui tienne la route c'est OSPF. On aurait pu faire de la ISAS, mais OSPF du coup dans cette question là est plus adapté. Vous concevez une solution de QoS pour un réseau campus qui doit supporter voix, vidéo et données. L'entreprise souhaite appliquer une politique cohérente de bout en bout, y compris sur le lien WAN MPLS du fournisseur. Ouais, voix, vidéo, données, d'accord. L'entreprise souhaite appliquer une politique cohérente de bout en bout, y compris sur les liens WAN MPLS. Quel concept de design QoS est le plus important à aligner avec le provider? Le choix d'un codec voix unique, non. L'alignement des valeurs des CP avec le modèle QoS du fournisseur, oui. Oui. Mais voilà, les autres questions, enfin les autres réponses sont plutôt évidentes pour la majorité des questions. Donc on va demander un autre, un autre batch après pour voir si on peut avoir des réponses plus cool. Vous concevez un site avec deux couches de distrib, chacune connectée à des switches d'accès en double attachement. Deux couches de distribution, chacune connectée à des switches d'accès en double attachement. Ok, donc deux couches de distrib. Et puis les switches d'accès sont double attachés. Vous voulez éviter les boucles L2 tout en utilisant tous les liens. Quelle technologie de Cisco est la plus adaptée dans un design classique hors SDA? VRF-Lite sur tous les liens d'accès, je vois pas l'intérêt. Spanning tree uniquement, avec des liens en blocage sur une des distribs. Non, j'utilise tous les liens. Ether Channel, je suis d'accord avec ça. Ou GLBP sur les liens de couche 2 pour éviter les boucles. Bah, GLBP sur les liens de couche 2, oui. En fait, l'énoncé est pas hyper clair. Deux couches de distrib. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on a deux switches de distrib? Ou est-ce que ça veut dire que chacune connectée à des switches d'accès en double attachement? Ouais, non, c'est vraiment on a deux switches. Ils ont pas l'air stackés, ni en MLAG ou autre. Donc Ether Channel, ça me paraît compliqué. GLBP, j'ai pas d'expérience dessus. Mais du coup, est-ce que ça permettrait de segmenter? Je serais plus sur la C, même si il manquerait un bout. Ouais, c'est ça. La musique synchronisée, ça le fait. Donc oui, mais par contre, il manque un bout de dénoncer quand même. C'est ça qui est chiant, et je suis quasiment persuadé que les vraies questions c'est comme ça. C'est-à-dire que il manque un bout. On se dit bah oui, cette réponse est bonne dans tel cas, cette réponse est bonne dans tel cas, mais ouais. Vous devez concevoir la sécurité de routage pour OSPF dans un backbone d'entreprise. La sécurité de routage. Ok. Quel mécanisme de design est le plus approprié pour se protéger contre les routeurs OSPF non autorisés? Bah mettre un passeport. Activer l'authentification. Ouais. Une entreprise internationale veut centraliser les services critiques dans 2 data centers régionaux et connecter des centaines de sites distants. Elle hésite entre un design full mesh des MVPN et un modèle hub and spoke dual hub. Ok. Ouais. Quel argument de design principal justifie le choix d'un modèle hub and spoke dual hub dans ce contexte? Il minimise le nombre de tunnels nécessaires tout en offrant une redondance. Oui, c'est juste.
Il élimine complètement la dépendance au hub centraux pour le trafic. Bah non, justement. Il supprime la nécessité de tout routage dynamique car les hubs gèrent tout en statique. Non. Il permet à chaque site de former des tunnels directs avec tous les autres sites pour des communications latérales denses. Alors, justement, on est en hub and spoke, donc c'est bien ça. Vous concevez l'intégration entre un réseau de campus et un cloud public via un lien dédié. Par exemple Direct Connect ou ExpressRoute. L'entreprise veut éviter d'exposer tout son addressing interne au cloud. Quel principe de design de routage est le plus approprié? Mettre le cloud dans la même zone OSPF backbone que le campus. Non. Annoncer l'intégralité des préfixes internes au cloud. Bah non. Utiliser des VRF et de la redistribution contrôlée pour annoncer que les préfixes nécessaires au cloud. Oui. Passer tout le trafic du cloud par internet en supprimant le lien dédié. Bah non, au niveau perf c'est n'importe. Non. Encore une fois, la réponse est plutôt évidente. J'ai tout juste, mais j'ai pas de mérite. Donc, augmente la difficulté. Traite tous les sujets de l'examen. Et fait en sorte que les réponses fausses ne soient pas trop débiles. Le quiz actuel est déjà généré et je peux en créer qu'un seul par demande. Merde. Ah oui. Donc 20 questions. Ok. Donc nouveau quiz. Hein. Donc de 20 questions avec la pondération de l'examen. Ah, faut que je me connecte. Je vais changer de fenêtre. Je vais mettre ça. Faut que je me refasse un nouveau compte vite fait. Faut faire attention à pas se faire piéger parce que ça paraît simple comme ça, mais je suis certain que l'examen est beaucoup plus dur que ça. Ou alors je me suis vraiment foutu la tête dedans et du coup je suis à l'aise. Mais ok. Alors continuons. Le nouveau quiz a été créé avec une difficulté nettement plus élevée et des réponses incorrectes beaucoup plus crédibles. Pour ce set de 20 questions, la répartition suit la pondération officielle, qui me rappelle ici. Caractéristiques du style de question, scénario d'architecture complexe, multisite, multidomaine, contraintes métier et sécurité, etc. Plusieurs réponses techniquement plausibles, mais une seule réellement optimale. Voilà, c'est plus ce genre de questions qu'on va avoir. Aucune option clairement absurde ou hors sujet pour te forcer à raisonner comme un architecte réseau plutôt qu'à éliminer les réponses évidentes. Si tu veux, etc. Bon, ok. Par contre, j'ai qu'une... Ah merde. Peux-tu régénérer un autre batch? J'ai peur qu'ils me disent non. J'avais qu'une réponse là. Alors il est assez long à faire des questions, ce qui est plutôt bon signe en fait. Ouais, ok, je pense que c'est bon. Par contre, je vais pas commencer à répondre tant qu'elles seront pas toutes générées parce que sinon ils me comptent pas les points, il me semble. Enfin, on s'en fiche un peu, hein, mais
On va quand même lire la première. Dans un design d'adressage IPv6 pour un backbone d'entreprise multisite, quel est l'avantage principal d'agréger les préfixes de site en un seul bloc résumé au niveau des frontières vers le WAN? Bah, réduire la taille des tables de routage externe et limiter la propagation des changements internes, oui. Oui. Permettre le PB, le source routing sans PBR, non, rien à voir. Garantir que tous les sites utilisent automatiquement la même politique QoS, rien à voir. Éliminer totalement le besoin de protocole VM, c'est bien. Bon, la question est simple. Dans un campus d'entreprise utilisant une architecture à couches, pourquoi l'utilisation de CMP avec un IGP link state entre distribution et cœur est-elle souvent préférée à spanning tree classique? Parce qu'on utilise tous les liens et que la reconvergence est beaucoup plus rapide. Et en plus, oui, il y a un petit peu. Parce que CMP supprime la nécessité d'utiliser les montants à digit. Non. Parce que CMP permet d'équilibrer la charge sur plusieurs liens montants actifs simultanément. Dans un design WAN hybride, intégrant MPLS et Internet, quel est l'avantage spécifique de l'utilisation de BGP pour la sélection de sortie Internet locale? Ah, local breakout, c'est ça. Sélection de sortie. Tout en maintenant un chemin MPLS centralisé pour certaines applications critiques. Dans un design WAN hybride intégrant MPLS et Internet, ok, donc on a notre réseau, on a MPLS, on a Internet. Quel est l'avantage spécifique d'utilisation de BGP pour la sélection de sortie Internet locale? Tout en maintenant un chemin MPLS centralisé pour certaines applications critiques. BGP offre des attributs et des communautés permettant de marquer et de sélectionner finement les préfixes destinés au breakout local. BGP élimine le besoin de tunnels chiffrés. Non. BGP permet de transporter des VLAN de niveau 2 à travers Internet. Non. BGP garantit que tous les flux ne passeront jamais par Internet. Non. Bon, encore une fois, c'est plutôt ça. Dans une architecture Cisco SD-WAN basée sur vSmart, vEdge, Catalyst Edge, quelle est la fonction principale des TLOC dans la sélection de chemin entre sites? Alors, le TLOC, si je ne dis pas de bêtises, c'est une sorte d'interface SD-WAN. C'est une interface virtuelle, mais qui est un tunnel endpoint en fait. Enfin, pas un tunnel, mais SD-WAN, il parle entre TLOC. Les liens virtuels sont montés entre les TLOC. Un routeur SD-WAN, il peut avoir plusieurs TLOC. Et généralement, on va essayer de monter un chemin de chaque TLOC vers chaque TLOC quand c'est possible. Donc, SD-WAN, ok. La fonction des TLOC. Dans la sélection du chemin entre sites. Bah, remplacer les adresses IP de loopback utilisées par les protocoles de routage IGP. Je la raille pas. Représenter les points d'attachement de chaque edge aux différents underlays de transport et supporter la formation de tunnel IPsec. Oui, c'est plutôt ça. Offrir un mécanisme de translation d'adresse. Non. Identifier l'interface LAN interne. Non, c'est justement les interfaces WAN. Okay. On va lire la réponse. Un TLOC est un identifiant logique qui décrit la manière dont un routeur SD-WAN est connecté à un réseau de transport spécifique. Il combine généralement une IP de transport, une couleur, ouais c'est ça, étiquette logique comme le type de lien, MPLS, etc. et un type d'encapsulation souvent IPsec. Ouais, donc c'est vraiment paramétrage, c'est une interface. Et la couleur, je crois que il y a une notion de... Il y a une notion de VN aussi. De VRF. Enfin, ils appellent ça de VPN, mais c'est une VRF. Est-ce que c'est ça la couleur? Je vais regarder dans mes notes. Fabrique SD-WAN. Color. Nom donné à circuit WAN. Donc non, c'est pas ça. C'est vraiment un VPN la VN. Oui, parce que un TLOC est pas lié à un VPN pour moi. Pas forcément.
concevez un service Anycast DNS interne pour un grand réseau d'entreprises. Quel est le risque principal si les annonces de préfixe Anycast ne sont pas correctement contenues dans le domaine IGP interne? Ça fout la merde. Hein. Le trafic sera toujours redirigé vers le serveur ayant le plus grand coût IGP, provoquant une surcharge. Bah le plus grand coût. Non, le plus faible coût. Les requêtes DNS Anycast seront automatiquement répliquées vers tous les serveurs. Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment une notion de toujours vers le même, mais avec le plus petit coût. Et puis, ouais. Les changements de topologie locale peuvent provoquer des oscillations de routage, non? Les serveurs Anycast DNS ne répondront plus à aucune requête des clients internes. Non, ben... Après, je connais pas DNS Anycast, mais je pense que c'est simplement nos serveurs DNS, ils existent à plusieurs endroits à la fois avec la même IP et du coup on tape celui qui est local. Mais du coup, je pense que même si c'est mal formulé, c'est ça. Ah non. Les changements de topologie locale peuvent provoquer des oscillations de routage affectant plusieurs régions sans nécessité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, bah du coup, plus faible, pas plus grand, c'est bien ce que je disais. Bon. Le principal défi avec les Anycast, c'est de maîtriser l'étendue des annonces avec leur interaction avec la topologie globale. Si on laisse les préfixes Anycast se propager sans contrôle dans l'ensemble du réseau, les petits événements locaux peuvent faire basculer le meilleur chemin vers une autre région. Ok, bon ça me paraît un peu casse-gueule. Dans un design de redistribution entre SPF interne et BGP vers un fournisseur, pourquoi est-il recommandé d'éviter une redistribution bidirectionnelle complète, sans mécanisme de contrôle supplémentaire? Bah, boucle de routage. Boucle de routage. Hop, bah, pas chercher plus loin. En vrai, en examen, je fais pas ça. Dans un campus utilisant des fabriques overlay basées sur VPN VXLAN, pardon, VXLAN VPN, VPN VXLAN, quel est l'avantage principal du contrôle plane VPN par rapport à un flood and learn classique en VXLAN pur? Alors, un campus utilisant des fabriques overlay basées sur VPN VXLAN, quel est l'avantage principal du rôle de contrôle plane VPN? C'est largement plus performant. Il permet de transporter directement les routes internes. Non. Il limite la nécessité de tout underlay hyperrouté. Non. Il permet l'apprentissage ARP et ND uniquement par inspection du plan de données sans aucune signalisation BGP. Non. Il distribue les informations de MAC et d'IP de façon contrôlée via BGP, réduisant le flooding inutile à la fabrique. C'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, ça c'est très important. EVPN remplace le mécanisme de flood and learn traditionnel de VXLAN. Ou même d'Ethernet classique. Oups. Enfin d'Ethernet. Sur des Ethernet étendus. Les VTEP échangent des routes VPN portant des informations de MAC, d'IP et de VNI Nextstop. Quand un hôte apparaît sur un leaf, son VTEP annonce son adresse MAC IP dans BGP, ce qui permet aux autres VTEP de connaître la localisation exacte sans flooding ARP ou Neighbor Discovery. Ça c'est l'ARP entre guillemets d'IPv6. Excessif. Concrètement, cela réduit drastiquement le broadcast, améliore la scalabilité et permet une mobilité des hôtes tout en conservant l'efficacité du routage. Oui. De plus, le VPN permet un routage distribué de couche 3, IRB, Integrating Routing Bridging, et des fonctions avancées comme les multi-homing actifs sur plusieurs leafs, ce qui est devenu un standard pour les fabriques de data centers et de campus modernes. Oui. Dans un WAN DMVPN phase 3, alors je comprends rien à ces trucs là, mais je sais pas ce que c'est que les phases. DMVPN c'est de l'autoconfiguration de tunnel IPsec en hub and spoke je crois, mais avec la possibilité, et je crois que c'est la phase 3, d'avoir des tunnels directs entre les autres. Entre les endpoints. Entre les trucs qui font de l'IPsec. Pourquoi l'utilisation de NHRP combiné à un IGP comme EIGRP ou SPF permettait d'optimiser les chemins entre spokes sans reposer exclusivement sur le hub? Et bien parce que les spokes, ils vont être capables de se router entre eux. Ils vont être joignables entre eux sans passer par le hub. Et du coup, avec NHRP qui est le protocole de découverte des voisins, je crois. Je sais plus exactement ce que ça veut dire. Next Stop, je sais pas quoi protocole. Recovery, je suis sûr. Ou Neighbor, je sais pas. Eh bien, on va pouvoir monter des tunnels directs.
Alors, l'IGP désactive le split horizon. Non. Parce que DMVPN phase 3 convertit tous les tunnels mgreux en tunnels point à point, supprimant le hub. Je sais pas, mais je suis pas sûr. Automatiquement les routes statiques, non. Spoke de résoudre dynamiquement les adresses des autres spokes et créer des tunnels directs. Voilà, c'est ça. Dans un déploiement SD-WAN, vous devez garantir que les applications voix et vidéo utilisent préférentiellement le transport MPLS quand la latence reste sous un certain seuil. Les applications voix et vidéo utilisent préférentiellement MPLS quand la latence reste sous un certain seuil, sinon bascule vers Internet au débit. Quel mécanisme SD-WAN est le plus approprié pour ce type de décision dynamique? Ouais, c'est ça. Voilà. Vous concevez un service DHCP centralisé pour des centaines de sites distants connectés via un WAN. Quel est l'avantage principal d'utiliser DHCP Relay avec option 82 dans ce contexte? Pardon. Un DHCP centralisé, oui. C'est quoi l'option 82? Je sais plus. Permettre au DHCP d'assigner des adresses basées sur l'identifiant du circuit pour distinguer les clients par site ou par VLAN. Alors c'est peut-être ça. Chiffrer les messages. Non, ça m'étonnerait. En tout cas, ce serait pas une option, je pense. Pas une option type option DHCP. Permettre aux clients d'obtenir des adresses IP même si le WAN est totalement indisponible. Hein? Je pense pas, mais... Assurer la redondance automatique du serveur DHCP sans configuration supplémentaire. Je pense que c'est ça. Ouais. On va quand même lire. Relais agent information permet au relais DHCP d'ajouter des informations à la requête d'un client. Ah, tel que le circuit ID ou le remote ID. Ces champs peuvent identifier de façon unique le point d'attachement du... Ok. Ouais, parce qu'en fait, traditionnellement, le DHCP il est sur le même LAN que le client. Donc le DHCP, il sait quelle pool donner. Mais quand le DHCP reçoit des requêtes d'un routeur qui est... Enfin, d'un relais. Parce que le DHCP, c'est du broadcast. Donc le client, il émet en broadcast. Par défaut, ça passe pas les routeurs. Mais du coup, si le routeur, c'est un relais DHCP, et bien le routeur va envoyer en unicast au DHCP, même s'il a plusieurs sauts de routage, même s'il est plus loin, quoi. Il va envoyer la requête DHCP. Mais il doit lui préciser, bah voilà, ça vient d'ici. Sinon, le DHCP, il sait pas d'où ça vient, il sait pas si c'est le LAN 1, le LAN 2, le LAN 3 de ce routeur-là. Dans un design de service réseau, vous activez NetFlow ou Netflix. Flexible NetFlow sur des interfaces WAN critiques. Quel est l'objectif principal de ce choix dans le contexte? Et ben le monitoring. NetFlow, il va regarder des paquets, il va échantillonner des paquets, il va décrire les flux. Il va pas envoyer une copie de tous les paquets ni quoi que ce soit. Il va regarder les échanges et il va exporter ça sous forme de paquets NetFlow qui vont contenir typiquement source, destination, nombre d'octets échangés, durée de l'échange, etc. Fournir une visibilité détaillée sur les flux de trafic afin de prendre des décisions de design et de capacité éclairée, ça c'est plutôt bien. QoS, non, on voit pas. Enfin, on peut voir peut-être de façon détournée. Remplacer le protocole de routage, je sais vraiment pas. Les questions sont pas très dures, je trouve. Dans un environnement d'automatisation réseau basé sur des API REST, quel avantage clé offre l'utilisation de modèles déclaratifs, par exemple en YAML, pour définir la configuration par rapport à des scripts impératifs ligne par ligne? Les modèles déclaratifs sont exécutés directement par les routeurs sans aucun moteur d'orchestration. Je sais pas trop quoi en penser de cette réponse. Les scripts impératifs ne permettent pas l'authentification envers les API REST. Ou bah si, parce qu'on a de l'authentification CLI, je pense. Les modèles déclaratifs peuvent être appliqués uniquement aux équipements non Cisco, ce qui garantit l'indépendance du fournisseur. Oui. Les modèles déclaratifs décrivent l'état final souhaité, ce qui simplifie l'idempotence et la cohérence de la configuration.
Non, pas vraiment. Pour moi, c'est ça. Ah, c'était ça. Dommage. Dommage. Oui, à condition que ça existe dans l'outil choisi, d'accord. Alors, cette approche permet d'abstraire les détails spécifiques des commandes CLI natives et de se concentrer sur les caractéristiques de haut niveau, interface VRF politique. Le moteur d'orchestration se charge de traduire ces modèles dans la syntaxe adaptée. Ouais. Ah non, uniquement aux équipements non Cisco, c'est débile. Non, 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 non. Connerie. Dommage. J'avais mal lu la question. La réponse. Vous concevez une solution d'automatisation pour déployer des configurations BGP cohérentes sur des centaines de routeurs Edge. Quelle approche réduit le plus le risque d'incohérence et facilite la maintenance? Désactiver l'authentification BGP. Non. Utiliser des modèles standardisés pour les sessions BGP et des variables d'inventaire pour les paramètres spécifiques. Ah oui. Oui, c'est ça. Écrire un script unique qui pousse les commandes CLI spécifiques avec des variables codées en dur. Non. C'est ça, la variable d'inventaire en fait. C'est typiquement de l'Ansible. Configurer manuellement chaque session BGP. Bah non. Dans un design de campus avec segmentation vers VRF, quel est l'avantage d'utiliser un routeur ou firewall central comme Fusion Router entre VRF? Ah oui, c'est ça, les Fusion Routers, il me semble. C'est les routeurs inter-VRF. Dans un design de campus avec segmentation, plutôt que de permettre le leaking direct de route entre VRF sur chaque suite de distribution. Réduire la latence? Non, je pense pas. Centraliser les politiques d'interco? Je pense que oui. Permettre au protocole de routage de propager automatiquement toutes les routes entre VRF sans filtrage? Non. Éliminer le besoin de routage entre VRF pour les services communs? Non, toujours du routage, c'est ça. Dans un design SD-WAN, vous devez intégrer un data center traditionnel, le routage est basé sur SPF interne. Quel mode d'intégration est le plus adapté pour garder une séparation claire des domaines tout en permettant l'échange de routes? Eh bien, on utilise un border node. Pas routeur edge. Étendre le SPF, non. Désactiver le SPF, non. Configurer route statique, non. Je vais dire un peu mieux. Utiliser un routeur edge SD-WAN comme point de redistribution contrôlé entre SPF internes. Non, ça c'est le rôle d'un routeur border. Étendre le SPF du data center sur tout lien. Ah, mais on parle d'SD-WAN. On parle pas d'SD Access. Donc c'est plutôt ça du coup, je pense. Route statique, non. Désactiver OSPF et migrer tout le data center. Ah, bah non. Étendre le SPF interne du DC sur tous les liens SD-WAN. Bah non, sûrement pas. Ouais, c'est ça. Vous devez concevoir un QoS sur des liens WAN où la bande passante réelle est limitée et la taille des fils d'attente est critique. Quel est l'avantage d'utiliser LLQ avec une classe strictement prioritaire pour la voix? Éliminer le besoin de dimensionner le control plane séparément. Non, la classe de control plane, non. Permettre au paquet voix de sauter en tête de file par rapport aux autres classes, réduisant drastiquement la latence et l'agilité. Oui. Garantir un débit minimal en lui réservant une part fixe de bande passante, mais avec la même latence que les autres classes. Ben... Non, il n'y aura pas la même latence que les autres classes, parce que les autres classes elles vont attendre plus longtemps. Empêcher tout autre trafic que la voix d'utiliser le lien lorsque la classe prioritaire est active. Non, c'est pas ça. C'est mal dit en fait. C'est un peu piégeux ça. Pour moi, c'est ça. Ouais. Garantie. Ouais. Dans un design de routage IPv6 d'entreprise, quel est l'avantage d'utiliser des adresses ULA en complément des adresses globales routables? Unique local adresse. Donc ça, c'est les adresses internes en fait. Il n'y a pas vraiment d'avantage à faire ça. Permettre la connectivité directe vers Internet sans dépendre d'un fournisseur. Ah non. Éliminer le besoin de toute forme de NAT dans le réseau. Non. En complément des adresses globales. Non. Fournir un espace d'adressage interne stable et non routé sur Internet, utile pour les services internes et la résilience en cas de changement de préfixe global. Oui, effectivement, ça c'est pas bête. C'est une bonne... Ouais. Mettons, on a un FAI qui nous file un slash 48. On change de FAI et on réadresse tout.
not good. Par contre, avec cette adresse-là, on réadresse pas. Et puis IPv6, on peut mettre autant d'adresses qu'on veut, donc on s'en fout. Garantir que les routeurs n'auront jamais besoin de résumer les précisions. Non, c'est ça. Dans un réseau d'entreprise, vous devez choisir entre un IGP Link State et EIGRP comme protocole de routage interne. Quel argument de design favorise souvent un protocole Link State pour les grands backbones multivendors? Un IGP Link State et EIGRP. Multivendor. La capacité d'OSPF ISIS à supporter nativement toutes les routes V4 et V6 contrairement à l'EIGRP. Pas plus, pas moins. La standardisation et l'interopérabilité multivendor facilitant l'intégration d'équipements hétérogènes. Bah de toute façon, EIGRP c'est pas multivendor. Hein. Et les autres questions, les autres réponses. Non mais c'est ça. Dans un design d'automatisation, vous envisagez d'utiliser des webhooks depuis un contrôleur SD-WAN vers un système ITSM. Je sais pas ce que c'est. Lors d'événements critiques. Quel bénéfice par rapport à cette intégration? On voit ce que c'est qu'un webhook. Créer automatiquement des tickets ou des notifs lors d'événements réseau. Ah, un service now, c'est pas un truc dans ce genre là, ticketing. Permettre au contrôleur SD-WAN de modifier directement la conf des routeurs via service now. Non, ça m'étonnerait ça. Ah, quoique, avec un webhook. Ah. Ouais, pour moi c'est ça. Je vais dire ça à toutes les réponses. Assurer la mise à jour automatique du code sur tous les routeurs lors de... Remplacer la nécessité de toute supervision. Non. C'est l'une des deux premières. Depuis un contrôleur SD-WAN vers un système ITSM. Donc pour moi, c'est dans ce sens-là. Et pas dans l'autre. Yes. Dans un design NSLD, pourquoi est-il important de définir des seuils et des métriques claires pour évaluer le succès d'un nouveau design WAN au campus? Parce que les équipements ne fonctionnent pas sans une politique explicite. Non. Parce que les métriques claires permettent de valider objectivement que le design répond. Bah oui. Bon. Pas mal. Pas mal. Je vais lui demander. Je vais peut-être finir là-dessus. Ouais, il est 18h. Peux-tu me générer 5 questions extrêmement difficiles? On va voir. Ok, il le fait pas là, il le fait là. Bon, pourquoi pas. 1. Le client dispose de deux data centers actifs interconnectés par un backbone MPLS L3 VPN. Chaque DC... Alors, j'ai beaucoup d'informations. Le client dispose de deux DC actifs interconnectés par un backbone MPLS L3 VPN. Ok. Jusque là, il n'y a pas trop de problème. Chaque DC est multi-homé vers deux opérateurs internet distincts avec EBGP et annonce les mêmes préfixes publics. Ok. L'objectif est de privilégier le DC A comme sortie internet principale, conserver un vrai actif pour l'entrée du trafic en cas de défaillance partielle. En cas de défaillance partielle, ok. Minimiser la dépendance aux modifs faites par les opérateurs. Quelle combinaison de mécanismes de design BGP est la plus appropriée? Alors, les backbones ils sont interconnectés avec les DC ils sont interconnectés avec un L3 VPN. Il faut que ce soit du MPLS. Hein. L3 VPN d'interco. Chaque DC est multi-homé vers deux opérateurs internet distincts avec EBGP. On sait pas si chaque DC en a deux, genre c'est DC1 FAI AB, DC2 FAI CD ou alors ABD AB. Je saurais pas dire là. On va lire les réponses. Utilise uniquement local pref interne plus mettre sortant vers deux opérateurs sans ajustement à espace. Pour moi, il faut ajuster à l'espace pour privilégier la sortie internet.
Oui mais non parce que la sortie c'est pas la espace qui va le préférer, c'est local pref. Local pref interne plus maître sortant. Ouais. Ça. Non parce qu'on a deux opérateurs. Je sais pas. Utiliser un espace prepending asymétrique sur les annonces du DCB vers chaque opérateur. Plus communities de contrôle de routage si disponible. C'est un peu vague. N'utilisez que BGP communities de Black Hole et de route map d'agrégation au niveau des PE-MPLS. Configurer uniquement des routes réflecteurs internes dans chaque DC et laisser les opérateurs appliquer leur propre politique. Je pense pas que ça soit ça, on veut pas être dépendant des opérateurs visiblement. Ça on va dire que je sais pas. Ça, pour moi la réponse c'est A ou B. Utiliser uniquement local pref interne plus maître sortant vers les deux opérateurs sans ajustement espace. Non parce que pour moi on va pas privilégier le DCA si on fait ça. Alors que si on fait de la S-Prepend sur les... Alors asymétrique pourquoi je sais pas ce que ça veut dire. Sur les annonces du DCB vers chaque opérateur. Plus community de contrôle de routage. Je vais dire B mais sans grande conviction. Je répondrai à ça. 2. SD Access Campus avec border design. Un grand campus SD Access possède plusieurs fabriques, sites géographiquement distants. Fabric site. Ok, donc il y a plusieurs fabriques. Un DC central avec firewall, service partagé, sortie internet. Besoin de macro-segmentation forte entre plusieurs domaines, tout en gardant une mobilité utilisateur transparente. Quel design de border est le plus adapté pour concilier évolutivité, isolation et simplicité opérationnelle? Si un border unique par site en LD only, non. Centraliser tout le routage dans le DC, non, bah non. Je sais même pas si on peut faire ça, je pense pas. Utiliser des border nodes L3 dans chaque site avec fusion router plus control plane et une paire de fusion router de fusion border centrale pour interconnecter fabrique et DC. Ça me paraît moins cool. Étendre tout le fabrique SD Access jusqu'au firewall du data center. Non. Remplacer les borders SD Access par des routes réflecteurs IBGP classiques. Les borders. Non. Je pense que c'est B. SD1 Policies. Là, c'est plus chaud déjà. Une entreprise dispose de 3 types de transport WAN par site. MPLS, Internet haut débit et 4G de backup. Ok. Elle veut garantir que la voix et la vidéo en temps réel utilisent toujours le meilleur lien disponible en termes de loss, latency, jitter, en changeant dynamiquement de transport. Ok. Forcer le trafic de sauvegarde et de réplication à rester sur MPLS, sauf en cas de panne totale MPLS. Ok, c'est assez logique. Appliquer des politiques différentes par groupe d'applications sans dépendre des ACL IP statiques. Quel design est le plus pertinent? Créer des VPN distincts par type d'application, utiliser seulement des SLA classe statiques par transport sans application aware routing. Je pense que c'est pas la bonne réponse parce qu'on va avoir besoin d'aller un peu plus loin. Enfin. Pour moi, il faut quand même du API aware routing. Avec plusieurs policies basées sur l'identification d'applications associées à des SLA de préférence de transport différents. Pour moi, c'est ça. Hein. Oui. Appliquer uniquement des QS policies par interface physique et laisser la routine classique décider du chemin. Non, utiliser des PBR traditionnels pour... Non, ça sera pas suffisant. Allez, on part là-dessus. 4. QoS end-to-end multidomaine. Un réseau global comprend un cœur MPLS 10 serverware avec prise en charge de 6 classes et marquage DSCP interne spécifique au provider. J'ai pas appris mes classes DSCP. Pas envie. Diff serve. Ok. Donc là c'est bien du marquage DSCP. Avec marquage interne spécifique au provider. Oui, ok. Des sites LAN classiques qui utilisent les valeurs DSCP standard recommandées par Cisco. Ok. Plusieurs domaines intermédiaires, cloud privé, interconnexion internet, qui ne garantissent pas la conservation exacte du DSCP.
Oui. Quel principe de design QoS permet de garantir le mieux un traitement cohérent des flux critiques de bout en bout? Éviter tout remapping des SCP et s'appuyer uniquement sur la priorité de fil par interface. Normaliser les DSCP aux frontières de chaque domaine avec des politiques de remarques et classification cohérentes alignées sur un modèle d'observe commun. N'appliquer que les politiques de shaping sur les liens d'accès, ni marquage ni classification spécifique. Utiliser exclusivement des tunnels chiffrés afin de préserver les SCP originels. Bah oui, mais au milieu, ce sera pas pris en compte en fait. Et pour moi, il faut faire de remarquing. Sans marquage ni classification spécifique. Donc je vais éliminer C et D. On va encore avoir B, ça va être lunaire. Éviter tout remapping des SCP. Non, c'est B, je pense. C'est B. Normaliser les frontières, etc. Modèle d'observe commun. Je vais mettre B. 5. Automation et télémétrie. Une équipe d'exploit veut déployer des changements de conf cohérents sur des centaines de routeurs et switches. Multivendor. Exploiter la télémétrie streaming pour corréler les performances et changements de conf en quasi temps réel. Réduire au maximum la dépendance à des modèles propriétaires spécifiques à un seul constructeur. Quel choix d'architecture et de modèle de données est plus adapté à long terme? Utiliser exclusivement Yang, Cisco natif avec NetConf. Non. Parce que là, c'est pas multivendor. Standardiser sur des modèles OpenConfig Yang et IUTF Yang quand c'est possible. Utiliser NetConf RestConf. Activer la télémétrie model driven pour la collecte. Plutôt d'accord avec ça. Continuer à utiliser SNMP et clickscrapping, mais encapsulé dans des playbooks Ansible. Non, c'est la merde. Utiliser uniquement REST API propriétaire exposé par le contrôleur de constructeur. Non, c'est B. C'est absolument B partout. Ah bah il vérifie les réponses. 5 sur 5. On va quand même lire le corrigé. Hein. Alors, première question, c'était design BGP multi-homing complexe. Ah oui, la sortie internet principale et tout. Espace prepending asymétrique plus éventuel community est le meilleur combo pour biaiser l'inbound vers le DCA. Ce qui va arriver, ça va être plutôt arrivé vers le DCA. Ça c'est grâce à l'espace prepend qui va être trafiqué sur ce qu'annonce DCB. Les communautés après, je sais pas trop comment ça va se... Ok, tout en gardant un vrai actif-actif et en minimisant la dépendance aux opérateurs. 2. Les borders L3 par site, souvent colocalisés avec le control plane, plus un couple de fusion border central. Ouais, ok. Donnant un design et des accès scalables bien segmentés avec une bonne résilience. En vrai, je sais pas exactement à quoi ça ressemble dans la vraie vie, ça. Mais bon. Appware routing avec policies basé sur des applications, SLA et préférences de transport est exactement le design SD1 recommandé pour la voie. Oui, ça c'est assez logique. Normaliser et remapper les DSCP aux frontières des domaines sur un modèle disperse cohérent, le principe clé. S'appuyer sur un modèle, oui, ça c'est facile. Ok, c'est pas mal. On va s'arrêter là. J'en ai bouffé pas mal des questions, je pense qu'elles sont assez réalistes. Ça va être ce genre de choses de ce que j'ai vu qui vont être posées, à mon avis. Bon, je sais pas, j'ai pas fait de dump, je veux pas faire de dump, donc on verra ce que ça donne dans quelques heures. Demain après-midi. Allez. Bonne soirée à tous, bon dimanche. Et à bientôt.